m'en souviens d'une photo, c'était en pleine forêt. Et, c'est des belles bêtes, les caribous, parce que c'est comme la mer. T'es pas habitué de voir ça. C'est des fantômes. Là. Puis pourtant, ils sont là. Là. Je m'appelle Kathleen Goulet, je travaille pour le Conseil de la Première Nation des Inuits comme aménagiste du territoire pour le secteur territoire et consultation. Un des objectifs de la réserve de biodiversité, c'est de protéger l'habitat du caribou. En 2002, la communauté a identifié sur son Nitassinan un arbre de caribou d'environ 40-50 individus qu'on appelait à l'époque la harpe du lac des Cœurs. De 2004 à 2011, ils ont pu poser des colliers télémétriques sur des femelles pour avoir une idée un peu des secteurs d'intérêt pour l'espèce sur leur Nitassinan. Je suis déjà allé dans la communale pour un plan de protection du caribou. On a ramassé au-dessus de 230 caméras. J'ai fait 2 semaines dans les bureaux à tout traiter s'il y avait des ours, des orignaux, des caribous, des chasseurs, qu'il n'y avait pas d'affaires dans ces chemins-là. De 2012 à 2020, ça a été un projet en 3 phases de fermeture et de revégétalisation de chemins forestiers. Fermer des chemins dans les secteurs critiques dans l'objectif finalement de recréer des habitats favorables pour le caribou. Voir l'influence finalement des chemins sur le déplacement du caribou parce qu'on sait que le caribou a tendance à éviter les chemins. Aussi, ça nous permettait les caméras de voir si les chemins étaient utilisés soit par les prédateurs ou par les humains. La part de prédateurs qui est plus important qu'avant l'ouverture du territoire. Quand on ferme des chemins et qu'on plante des arbres, c'est pas demain matin qu'on va avoir une forêt mature. C'est vraiment un projet à long terme. Il va falloir refaire des suivis dans 10, 15, 20 ans pour voir est-ce que notre fermeture est efficace. Il y a un gros enjeu de sensibilisation à faire avec les utilisateurs du territoire pour leur expliquer un peu c'est quoi l'impact de nos activités sur le caribou. Là. Donc oui, il y a les chemins, il y a la coupe forestière, mais l'humain a aussi un impact sur le rétablissement de l'espèce. Les caméras qu'on a installées, ça prouve qu'il y a encore du caribou là, fait qu'il faut mettre des moyens pour le protéger. Là. Je m'appelle Marc Saint-Onge, je suis coordonnateur au développement du territoire et consultation pour la Première Nation des Inuits. Dans les différents éléments qu'on regardait sur l'aire protégée, il y a un enjeu important, c'est la présence humaine. On est dans une aire protégée, donc il faut être sensible à la façon de prélever les ressources. Je m'appelle Jean-François Bouliane, je suis membre statué sur Réserve ICIPIT. Les mandats que j'ai à effectuer sont la surveillance du territoire. Dans la surveillance, il y a beaucoup de choses à vérifier, dont les occupations sans droit. On sait que c'est un enjeu majeur, donc j'ai à vérifier et ensuite faire les rapports qui s'ensuivent si découverte il y a. Ce qu'on vient de découvrir ici, c'est vraiment une occupation sans droit. On peut regarder un petit peu, on n'a aucun bail du ministère sur la bâtisse. Je l'ai découvert depuis 2 semaines lors d'une patrouille en VTT. Quand on parle d'occupation illégale, il faut comprendre que l'occupation temporaire du territoire est possible. Les gens peuvent venir sur une aire protégée avec des roulottes, par exemple, ou des tentes roulottes ou des tentes, mais où on considère que c'est illégal quand les gens vont arriver avec des installations de ce genre-là, puis ils vont les rendre permanentes sur le territoire. Et après quelques années d'avoir fini d'utiliser ce territoire-là, ils vont tout laisser ça en place. Donc ça crée des déchets, ça crée des problèmes au niveau aussi des produits qui ont pu être laissés sur le site. Au fil des années et des suivis qu'on a fait en territoire, là, on a découvert à peu près une vingtaine d'occupations illégales. Sur le territoire libre, comme dans une réserve de biodiversité, les gens doivent aller chercher une autorisation de la MRC. C'est vraiment une intention de la communauté de pouvoir agir de manière plus importante puis proactive au niveau des occupations illégales, en plus de la patrouille qui est faite par le gardien. Oui, j'ai la surveillance, puis l'éducation, la sensibilisation des membres, mais il y a aussi un côté cueillette de données.
En 2015-2016, l'IDD-PNQL ont fait une campagne pour installer des nichoirs pour le garrot d'Islande. Le garrot, qu'est-ce que c'est? C'est un canard, dans le fond, qui est une espèce menacée. En printemps-été, le garrot va vraiment aller en territoire et va chercher vraiment à se nicher le long des lacs. Ces cabanes-là vont vraiment aider à établir un habitat qui va être favorable pour ces nichés, puis aussi favoriser justement la présence de garrots. Je m'appelle Ulysse Rémiard, je suis agent de recherche en environnement, territoire et activités traditionnelles pour le Conseil des Inuit-Sipites. Ce qu'on voit là ici, derrière moi, c'est l'épidémie de tordeuse du bourgeon de l'épinette qui est en train de sévir. C'est une perturbation naturelle qui affecte la forêt boréale. On peut voir ici, les feuilles de l'épinette ont été mangées par la chenille, la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Puis une fois qu'elle a complété ce cycle de chenille, elle fait un petit cocon, une pupe. Ce cycle terminé, c'est un papillon qui va sortir de son cocon puis qui va aller pondre sur une autre épinette. Puis c'est comme ça que l'épidémie va se répandre à travers la forêt boréale. Après plusieurs années, l'arbre est plus capable de faire de nouvelles aiguilles puis il va mourir. Quand on n'est pas dans une aire protégée, le ministère des Forêts, Faune et Parcs pulvérise un insecticide biologique. On protège la forêt comme ça, mais à l'intérieur de la réserve de biodiversité, on laisse la nature aller. On peut étudier ces phénomènes-là pour après ça s'en inspirer puis regarder quel peuplement revient après des perturbations naturelles. On va compter l'âge de l'épinette à chaque anneau de croissance, puis ça va nous ramener jusqu'au cœur de l'arbre. 220, 222 ans à peu près, c'est assez impressionnant.